Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Ça y est, c'est déjà l'épisode 50 du podcast La Conciergerie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous l'attendiez depuis un moment, c'est l'interview pour la seconde fois de Fabien Béjot de la conciergerie Locarent et le cofondateur de PassePasse.io. Dans cet épisode, on va pas redire la même chose que l'épisode 25 où il était intervenu la première fois. On va parler en fait de la stratégie gagnante, des étapes pour se lancer, des étapes qui font pro du moins quand on n'a pas d'expérience, comment obtenir un flux régulier de nouveaux clients. Et on va aussi revoir pas mal de questions puisqu'il y a eu des auditeurs qui m'avaient posé des questions pour Fabien. Donc, comme par exemple, est-ce qu'il signe un contrat à durée déterminée avec ses propriétaires? Comment il fait pour avoir un conseiller direct Airbnb? Et encore plein d'autres questions. Sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonjour Fabien, bonjour et bienvenue de nouveau sur le podcast. Tu fais partie du club select des interviewés pour la deuxième fois. Est-ce que tu vas bien? Impeccable. Bonjour à toi, Vanessa. Et bonjour à tous. Tout va bien pour moi. Content d'être encore avec toi sur le podcast pour un deuxième épisode qu'on aura Et fait ouais, ensemble. le premier épisode avait été un franc succès. Il y a eu beaucoup de retours sur cet épisode. Et d'ailleurs, on va parler de plusieurs choses avant la fin, parce que dans la fin de l'épisode, il y a les auditeurs qui m'ont posé des questions, auquel cas je te les poserai pour qu'ils aient leurs réponses. Euh, je voulais qu'on parle un peu des étapes importantes à mettre en place pour faire pro dès le début. On va aussi parler comment obtenir des clients réguliers. Et la troisième partie, ce sera la question des auditeurs. Tu étais passé sur l'épisode 25 il y a plusieurs mois maintenant. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc, je m'appelle Fabien Béjot. J'ai une conciergerie qui couvre Reims. Ensuite, j'en ai une autre à Châlons, une autre à Épernay et une autre à Charleville. Aujourd'hui, on totalise 230 logements. On est encore en croissance. On ne s'exporte pas pour l'instant dans d'autres villes. Cette année, on se concentre encore sur nos villes. On remplit celles d'à côté. Et voilà, on est 59 à travailler aujourd'hui, majoritairement en prestataire dans l'entreprise. Voilà. Ok. Majoritairement parce que tu disais, je me rappelle à l'épisode 25 que tu avais un employé, c'est ça? Exactement. J'avais un employé jusque-là. Je viens de prendre un deuxième employé. Et on est en train de réfléchir de prendre un troisième. Donc, mon deuxième employé, ça va être un responsable du service technique, où aujourd'hui, on faisait avec des auto-entrepreneurs, mais on a tellement aujourd'hui de problèmes que du coup, il nous faut un service technique interne qui peut partir toute la journée. Aujourd'hui, on a de quoi remplir un 35 heures, en tout cas, pour faire la maintenance dans les appartements. Et dans l'épisode suivant, on pourra même du coup parler de comment le rendre rentable, parce que du coup, forcément, il va me coûter un salaire, mais je ne vais pas le sortir entièrement de ma poche. Je vais réussir à gagner un peu d'argent avec cette personne. Et aujourd'hui, les gouvernantes aussi chez nous sont externalisées, ils sont en auto-entreprise, mais aujourd'hui, on est en train de réfléchir, et je pense qu'on va passer le cap dans salarié une gouvernante. Voilà, ce sera la première personne qui sera salariée chez nous, gouvernante. D'accord. Et ça, c'est sous quel délai, tu penses? Ça va se faire dans le mois. Ok. Pour la petite histoire, je viens de rentrer d'un mois et demi de vacances, donc on À avait faire fait de la des pêche? grosses réunions avant de partir. Là, du coup, j'ai pu réfléchir à plein de nouveaux trucs pendant mes vacances. Et du coup, là, j'ai la niaque pour repartir et faire de nouvelles choses. Ouais, c'est important les vacances pour être au taquet quand on reprend, ouais, effectivement. Exactement. Ok. Écoute, on va commencer alors. Donc, ça fait combien de temps déjà que tu as ouvert ta conciergerie? Eh ben, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans là. Ça vient de faire 3 ans en septembre, vu que je l'avais ouvert en septembre. Ok. Du coup, quand tu as démarré, on en avait déjà parlé. C'était pas tout beau. Au début, on fait des erreurs. Du coup, maintenant que 230 logements, c'est bon, tu as l'expérience, hein. Quelles sont pour toi les étapes qu'il faudrait mettre en place quand on n'a pas d'expérience au début, mais qu'il faut faire pro tout de même pour être convaincant en fait? Alors déjà, pour commencer, et ça, j'avais pas fait d'erreur là-dessus, c'est qu'il faut absolument un site internet.
On ne commence pas sans site internet, on n'a pas de vitrine, on n'a pas pignon sur rue. Si on veut être crédible quand on va voir un client, c'est d'avoir un site internet, même s'il n'est pas référencé au début parce qu'on n'a pas d'argent. Il faut qu'on ait une vitrine et un lien de redirection vers la personne qui, forcément, dès que vous sortez de rendez-vous, elle va taper sur internet votre nom. Si elle vous trouve nulle part, ça sent l'arnaque. Bon, ouais, il nous confie quand même un bien qui vaut plusieurs milliers d'euros. Il faut déjà ça pour la visibilité. Et aussi choisir la bonne forme d'entreprise selon sa situation. Auto-entreprise, SAS, SARL, chacun a son choix par rapport à où il va, mais il faut déjà choisir la bonne forme d'entreprise. Ensuite, il va passer dans où il faut être pro. Donc, le site Internet représente déjà un peu le professionnalisme, mais aussi, il va falloir avoir un peu de documents, de choses à présenter avant son premier rendez-vous, parce qu'avoir un site, ça va nous amener des rendez-vous, mais aller au premier rendez-vous les mains dans les poches, ça fait toujours pas pro. Donc, avoir une Mm. plaquette commerciale qui explique ses services, ce qu'on fait pour le propriétaire, ce qu'on fait pour les voyageurs et notre pourcentage. Voilà. Tout ça, ça doit être remis sur papier, une belle plaquette, et on doit lui donner ça. C'est la base déjà à avoir avant de commencer. Ok, tu dirais la plaquette, cela donnait pas dans le rendez-vous, c'est ça, pas avant? Alors moi, j'envoie mes plaquettes, le lien de mon site, à la prise de contact. Comme ça, ils ont le temps un peu de voir qui je suis, de voir que j'ai rien à leur cacher. Et je leur redonne physiquement en papier quand je les vois. Parce que si on est plusieurs conciergeries à passer sur le même logement, ce qui arrive souvent, on mise sur le non-professionnalisme des autres en se disant quand il repartira ce soir et qu'il expliquera à sa femme les gens qu'il a vus, si moi il a mon papier avec mon nom, mon numéro de téléphone, mon logo et mes explications, ben, il parlera plus de moi que des autres à sa femme. Et puis, inconsciemment, il voit notre papier tous les jours, notre plaquette, On il espère pense qu'il à nous. accroche sur le frigo. Oui. Ok, donc 3 étapes. Si on récapitule, le site internet pour gagner en visibilité, mais aussi en confiance pour le prospect qui nous appellerait. Avoir la bonne forme d'entreprise quand on démarre. Ça va être en fonction de quoi, tu penses, de ses objectifs? Non, en fonction de son statut d'avant. Est-ce qu'on vient de démissionner? Est-ce qu'on est rupture conventionnelle? Est-ce qu'on n'a pas le droit au chômage parce qu'on était déjà chef d'entreprise avant? Tout ça, ça va décider d'est-ce qu'on a besoin du chômage ou pas. Si on garde son chômage pendant 2 ans, si on négocie une rupture conventionnelle, on a le droit au chômage pendant 2 ans. Donc, peut-être tout de suite monter une société parce que si on se met en auto-entreprise, eh ben, du coup, si on fait du chiffre, ce sera déduit de ce qu'on gagne au chômage. Voilà, tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Et une plaquette commerciale, en fait, qui présente quoi dedans? Ben, la plaquette commerciale va présenter déjà l'entreprise, qui on est, pourquoi on fait ça. Ensuite, ben, notre système de fonctionnement. On amène toujours tout ça avant le chiffre, hein. On ne va pas dire tout de suite, je prends 25%, je m'appelle Fabien. On va expliquer ce qu'on fait pour le propriétaire, donc qu'est-ce qu'on fait pour son appartement, qu'est-ce qu'on fait pour le voyageur. Voilà, il y en a qui décident d'arrêter de répondre aux voyageurs à 21 heures. Chez moi, c'est 7 jours sur 7, H24. Donc ça, je le mets en avant parce que c'est un gros plus. Et ensuite, du coup, on va dire notre pourcentage, comment on se rémunère, frais de ménage, frais de linge, et on va faire un petit exemple pour qu'ils comprennent bien. Voilà, ça c'est la base de la plaquette commerciale avec le logo. Donc au début, j'ai commencé avec une plaquette commerciale faite sur Word avec mon logo en papier. Aujourd'hui, grâce à PassePass, vous pouvez avoir des plaquettes toutes faites, bien rédigées, qui font vraiment, vraiment pro. Aujourd'hui, j'ai celle-là. Moi, je me sers de celle-là. Remisons de votre entreprise. Mais au début, si vous n'avez pas d'aide, vous pouvez faire une Word facile. Ok, ouais. Y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents quand on débute, quoi. Non. On peut la faire nous-mêmes, ouais. Ok, donc ça fait pro. Ensuite, est-ce que tu vois d'autres étapes? Non, c'est 3 étapes. Ouais. Je passe le détail de on n'y va pas en survêtement. Ouais. On s'habille bien. Aujourd'hui, on a la chance nous, de pouvoir avoir fait des vêtements logotisés. Donc, on est habillé en Locarent. Toutes mes équipes sont habillées en Locarent. Ça fait vraiment pro. On a un véhicule aujourd'hui Locarent qui tourne dans Reims. Donc, ça fait de la redondance un peu où les gens voient Locarent un peu partout. Et quand on arrive, on représente Locarent. Si au début, on n'a pas de vêtements logotés, on y va au moins avec une chemise, un pantalon. Notre métier s'allie un peu à l'agent immobilier. Donc, comment l'agent immobilier vient chez vous quand vous vendez votre maison ou vous achetez un appartement, bah, en fait, faut un peu être habillé comme lui, quand on fait un peu agent immobilier. Hmm. Moi, j'ai une astuce qui me vient en tête, et c'est l'astuce que j'ai utilisée dans ma conciergerie, c'est de prendre une double SIM à 2,50 € là, sur Free. Comme ça, on a un numéro pro que je mets sur le site web. Et du coup, quand quelqu'un m'appelle sur ce numéro pro, je sais que c'est un prospect. Donc, je réponds pas allô, je réponds plutôt un tel conciergerie, bonjour. Ça fait déjà plus pro. Oui.
Oui, oui, donc j'avais pas ça au début, hein, pas les moyens d'avoir une double SIM, tout ça, pas réfléchi à ça. Aujourd'hui, on l'a effectivement. Mais oui, c'est une très bonne astuce à avoir plutôt que de dire allô ou Ouais. salut. Ce que j'ai remarqué des fois quand les propriétaires appellent et qu'on répond allô, ils se disent oui, bonjour, je suis bien à la conciergerie Intel. Ils savent pas, du coup, ils ont un doute. Donc, Exactement. effectivement. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal quand on démarre. Même si on n'a pas encore l'expérience, on peut toujours paraître pro et de toute façon, on prouvera qu'on est pro par la suite. Hein, on peut pas être pro dès le début hein, quand on démarre, c'est normal. Si on passe à l'étape, enfin pas l'étape, la deuxième phase de cet épisode, tu dirais comment obtenir un flux régulier de nouveaux clients, mis à part le site web, du coup, on vient d'en parler. Comment tu fais, toi? Alors déjà, il va falloir effectivement se faire un peu connaître. Donc, le site, c'est bien, mais au début, vous n'aurez pas d'argent, il ne sera pas forcément référencé, à moins que vous ayez une bonne mise de départ et qu'on le référence, et du coup, que ça appelle pas mal du site, s'il est bien fait, s'il a été bien designé. Moi, mon site m'apporte énormément, et avant d'avoir mon vrai site, qui aujourd'hui est très pro, j'avais un site vitrine que ma femme m'avait fait. J'avais pas de flux dessus alors qu'il était référencé. Je mettais 50 euros par mois. J'avais pas énormément de flux dessus. Maintenant que j'ai un vrai site pro, beaucoup de gens viennent de mon site. Ensuite, l'autre chose, c'est Luquet de Airbnb. Lucky, on se met dessus, on peut avoir du coup pas mal de prospects grâce à ça. Je ne l'ai pas fait, mais beaucoup de gens que j'ai eu en formation l'ont fait et ça leur a ramené la majorité de leurs clients. Ensuite, il y a une chose que tout le monde ne fait pas, et on appelle ça la liste chaude. On a tous notre liste chaude. La liste chaude, c'est notre réseau. Alors, tous ceux qui commencent vont dire, mais moi, j'ai pas de réseau parce que je suis pas connu, je suis pas une grosse tête dans ma ville, mais on a tous un réseau. Et le réseau commence par ses contacts, son Facebook. Il faut avertir vos proches, vos amis, votre famille, les gens qui vous connaissent de près ou de loin que vous avez ouvert une activité, que vous faites de la conciergerie, expliquer qu'est-ce que la conciergerie et qu'est-ce que vous amenez à vos clients dans la conciergerie. Et eux en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres. Et déjà, cette liste chaude, elle balaye énormément de monde quand vous emmenez vos enfants à l'école, si vous en avez, et que vous parlez avec quelqu'un. On vous dit toujours, et tu fais quoi dans la vie? Faut pas dire, je viens d'ouvrir ma boîte, point. Je viens d'ouvrir une conciergerie, ça consiste en ça, en ça, en ça. Et lui dit, ah ben moi j'ai un appartement, tout le monde a un appartement dans la famille qui traîne et on lui dit comment gagner plus d'argent. Donc ça, c'est une des premières choses, son réseau qui fait que ça va nous amener pas mal de monde. Arrivé à un certain nombre de logements, le bouche à oreille va faire énormément. Et un investisseur, quand vous allez mettre la main sur les investisseurs, n'a pas souvent qu'un seul appartement. Moi, je me rappelle au début, arrivé à mon 14 ou 15e appartement, je tombais sur un investisseur qui avait 28 appartements. Et je me suis Oui. accroché après. Aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, il en a 32. Et je gère ces 32 appartements. Donc voilà, après, ça va arriver assez vite par rapport au nombre d'appartements par propriétaire que vous allez avoir. C'est exponentiel, quoi. Au début, c'est un Exactement. peu dur et après, ça arrive tout seul, quoi. Voilà. Il y a aussi le filon des agents immobiliers. Rapprochez-vous des agents immobiliers de votre ville, des IAD, des SAFTI, des vraies agences immobilières. Allez leur vendre votre concept, ce que vous faites. N'ayez pas peur qu'ils vous doublent. Ils ont assez de boulot en agence pour faire ce que vous faites. Et du coup, proposez-leur des estimations de ce que pourrait rapporter un appartement. Et eux, ça les aidera à vendre cet appartement. Et moi, je le vois encore plus aujourd'hui où je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers. Et là, les demandes d'estimation, elles arrivent en masse parce que les taux ont tellement augmenté que quand on emprunte à 4,5, on en a pour 600 euros de crédit sur un studio et le louer à un étudiant à 620 euros, on perdrait de l'argent. Donc, ils négocient les prix. Et pour éviter aux agents immobiliers d'avoir des trop grosses négociations de prix, le fait que l'agent immobilier ait à proposer, OK, tu le loueras que à 630 à un étudiant, mais regarde l'estimation que j'ai d'un partenaire. Et du coup, cet appartement-là finira une chance sur deux qui finisse dans votre conciergerie. Hmm. D'ailleurs, si on rentre un peu dans les détails, comment tu fais tes estimations locatives? Alors moi, aujourd'hui, j'utilise Beyond. À l'époque, j'utilisais RDNA. Aujourd'hui, j'utilise Beyond. Ils ont des très bons outils dans Beyond. Mais aussi, j'allais sur Airbnb. J'allais voir ce qui se faisait dans le coin, dans le secteur, sur la map de Airbnb pour voir un peu ce qui se louait. Ça, c'était le début. Aujourd'hui, au nombre de logements que j'ai par ville, on balaye un peu toutes les rues. Donc, je vais voir un peu les factures. Je prends un appartement similaire dans le même quartier et j'arrive à faire des estimations un peu plus rapides. Je la confirme avec mes courbes que j'ai sur Beyond et du coup, je sors un truc pro et RDNA, un outil qui peut sortir des estimations.
Voilà. Ok, C'est dans donc RDNA payant, mais vous avez un outil qui fait pro, vous sortez les estimations pro de RDNA. ouais, donc Beyond Pricing et RDNA pour la version payante et Airbnb si on veut le faire à la mano. Voilà, c'est ça, Ok. Donc il y a toujours, ouais, quand on démarre, il y a toujours des solutions gratuites et après on peut se professionnaliser avec des outils plus performants comme Beyond et RDNA. bien sûr. Beyond, je savais pas d'ailleurs qu'ils faisaient ça. Donc, bonne surprise. J'utilisais RDNA pour ma part, mais c'est vrai qu'il faut acheter sa ville. Après, de toute façon, avec 230 logements, maintenant tu as l'expérience et tu connais les estimations. Tu n'as plus besoin. Exactement, exactement. Je la confirme par les factures que j'ai d'autres appartements, les performances dans mon logiciel. Et puis, je les confirme quand même sur Beyond, voir si je suis pas dans le faux pour sortir une vraie estime. Parce que derrière, si on vend une estime trop haute, faites pas des estimes à l'arrache en disant pour passer, je vais lui dire qu'il gagnera 1 500 € par mois si dans la réalité, il en gagnera que 900 parce que vous allez du coup vous décrédibiliser et il parlera pas de vous en bien. Donc sous-estimez toujours et donnez pas un chiffre fixe, donnez une grosse fourchette. Voilà. Hmm. Et vous dites toujours lisser sur l'année, parce que c'est vrai que c'est lisser sur l'année, et il ne faut pas se tromper, il faut que lisser sur l'année, on soit dans cette fourchette. Et toujours le but est que ça rapporte plus au propriétaire que s'il louait en longue durée, malgré qu'il va devoir absorber les coûts d'électricité, d'Internet et de charges d'immeuble qu'il a dessus. Ouais, ça, il faut le préciser que du coup, il a des frais supplémentaires en le mettant en location Airbnb, comme l'électricité, qu'il aurait peut-être pas en louant à l'année, et peut-être Internet et l'eau. Ouais. C'est ça. Internet, ils ne vont pas trop tiquer, ils vont vraiment tiquer sur l'électricité, Ouais. surtout en ce moment. Voilà, n'hésitez pas, encore un petit tips, à proposer à vos propriétaires des solutions. Parce que s'ils vous disent ça va me coûter cher l'électricité, vous ne pouvez pas leur dire ah bah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour piloter ces radiateurs à distance, pour pouvoir mettre des contacteurs de fenêtres pour pas que les fenêtres restent ouvertes et que le chauffage s'enclenche. On peut piloter ces ballons d'eau chaude. Aujourd'hui, tous ces outils domotiques existent, même à Leroy Merlin. Et n'hésitez pas à leur proposer ça pour qu'ils fassent des économies sur leur électricité. Hmm. Toujours amener la solution au problème du propriétaire. Ouais, c'est sûr. On a été assez rapide sur les deux premières parties. Il reste la question-réponse, mais j'aimerais bien ajouter une petite partie qui n'était pas prévue. Je voulais voir si toi, tu faisais des bilans à tes propriétaires à chaque fin de saison. Non, je ne fais pas de bilan parce que j'utilise PassePass et ils ont, je pense, ce qu'il faut en voyant toutes leurs factures de ce qu'ils gagnent. Et PassePass, là, va sortir un nouvel outil qui va résumer. Ils vont pouvoir mettre de tel mois à tel mois et ça leur mettra ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils nous ont payé et ce qui reste dans leur poche. Donc, ils pourront le voir. Mais aujourd'hui, ils peuvent déjà facilement le voir dans leur logiciel parce que dans PassePass, ils ont leur application où est résumé toutes leurs factures et tout leur bilan mensuel. Ils ont qu'à additionner. Mais Hmm. vu qu'on sait que il faut toujours faciliter la vie aux propriétaires. Aujourd'hui, il va y avoir un bouton où ils pourront récapituler leur année, etc. Ok, ouais, donc gain de temps, parce que c'est une question que j'avais eue hier. On me demandait si j'avais une trame pour un bilan, ben, je leur ai dit j'utilise passe-passe, donc c'est fait automatiquement, donc effectivement, ouais. Ok. D'ailleurs, on me pose souvent la question pourquoi on prendrait passe-passe, pas un autre mais en fait, souvent, on me donne des noms d'autres logiciels qui n'ont rien à voir avec passe-passe, parce que c'est des channel managers. Mais est-ce que, du coup, tu es peut-être le mieux placé pour expliquer rapidement à quoi ça sert passe-passe? Alors, déjà, je ne vais pas démonter les autres logiciels parce que j'ai déjà utilisé d'autres logiciels qui ne m'ont pas convenu pour diverses raisons. Aujourd'hui, PassePass, pour moi, c'est le logiciel le plus complet qui va pouvoir faire le plus de choses et qui a répondu à énormément de problématiques pour mes propriétaires et pour ma conciergerie et pour mon organisation. Mes aides ménagères ont leur application et n'ont pas besoin de moi, travaillent en autonomie. Donc moi, ça me fait gagner un énorme temps de ne pas les avoir que les 5 minutes au téléphone. On est à 56 prestataires, plus les salariés, 56 prestataires. S'ils n'avaient pas les bonnes infos au bon moment, les bons récaps, les bons plannings de fait automatiquement, je passerais ma vie au téléphone déjà à organiser ça. Donc ça fait gagner beaucoup de temps d'avoir ça. Les propriétaires qui ont une vue sur leur calendrier, qui ont leurs chiffres, qui ont leur bilan, qui ont la note, ben, c'est pareil, ils ont assez de visibilité pour ne pas m'appeler toutes les 5 minutes, on en est où, est-ce que ça se remplit ou pas, sans avoir besoin d'être en co-hôte, ce qui est souvent pour des propriétaires qui l'ont déjà fait. Ben, en fait, ils ont les notifications en permanence, ils voient tout ce qui se passe et du coup, ils ont un stress supplémentaire à voir tout ce qui se passe dans leur logement, tout ce que disent les voyageurs qui communiquent avec nous jusqu'à des heures pas possibles. Donc, le fait qu'ils aient leur interface, ben, ça simplifie la vie du propriétaire. Et nous, le récap qu'on a, le board qu'on a pour tout piloter à distance en un coup d'œil sans avoir à appeler, est-ce que tu es bien arrivé au logement? Est-ce que ton ménage est fini? Le voyageur, est-ce qu'il va rentrer? À quelle heure il rentre? Comment il est rentré? Vu qu'ils s'inscrivent,
Je ne vais pas vous faire la démo de passe-passe, mais c'est vraiment complet sur tout ça. Et le truc magique, c'est la facturation. Que vous n'allez pas ressentir jusque 10 logements, arriver à 30 logements, faire la facturation des propriétaires, c'est vraiment très, très, très compliqué. Passe-passe, le faisant semi-automatiquement, il faut juste rentrer les chiffres. C'était un gain de temps qui est énorme et la facture est très pro. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que soulignent les propriétaires quand je récupère un appartement d'une autre conciergerie, ce qui m'arrive très régulièrement, où je leur montre le système de facturation qu'on a avec le récap. Ils sont vraiment très contents et ils disent c'est pas ce qu'ils avaient avant. Hmm. Ok, donc un outil pour gagner du temps. Sur Exactement. récapitule, ok, ça marche. Écoute, je pense qu'on va passer aux questions qu'on m'a posées des auditeurs. Ils m'ont posé ça sur le canal Telegram que j'avais créé pour l'occasion, enfin pas que pour l'occasion, ce canal Telegram où je partage pas mal de choses au quotidien. Et donc j'avais posé la question, voilà, Fabien sera interviewé, est-ce que vous avez des questions? Donc j'en ai retenu 6. Je vais te les poser. Bah, c'est parti. Déjà, un auditeur qui s'appelle Jacques a posé 4 questions sur les 6, donc il a beaucoup de questions. On va commencer par les siennes. Première question, est-ce que tu fais signer des contrats avec des durées déterminées avec tes propriétaires? Non. Pour moi, le contrat à durée déterminée, il est pénalisant pour tout le monde. Si un propriétaire n'a plus envie de travailler avec vous et qu'il a un contrat d'un an et que ça fait 6 mois et qu'il veut arrêter, si vous l'avez bloqué sur un an, les 6 prochains mois seront un calvaire pour vous. Parce qu'il va passer sa vie à aller dans le logement, il va passer sa vie à vous demander des informations, à être pas content, à vous tirer des balles dans le pied. Donc, c'est pas intéressant d'avoir ça. Il y a juste à se couvrir. Moi, j'ai un engagement de 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que on fait les photos, créer une annonce, ça prend du temps, la mettre sur nos logiciels, la gérer, ça prend du temps, le temps, c'est de l'argent. Donc, on a au moins 2 mois pour qu'on retombe sur nos frais. On met aussi les boîtes à clés, il faut déplacer quelqu'un qui met les boîtes à clés, qui met les automatismes d'interphone, etc. Donc, j'ai 2 mois d'engagement. Une fois suivi ces 2 mois, ils ont un mois de préavis pour partir. Pourquoi un mois? Parce que il y a forcément des réservations qui traînent dans le mois et on ne peut pas annuler les réservations, ça nous coûte des frais. Donc, je laisse un mois. Par contre, je suis très laxiste avec eux et je leur dis quand on signe, si les 2 mois sont passés, que vous voulez arrêter et qu'il n'y a pas de réservation à venir, eh ben, on arrête dès la dernière réservation. Voilà. Ok. Deuxième question, comment as-tu fait pour avoir un conseiller direct Airbnb, ce que tu disais dans l'épisode 25? Alors ça, c'est à partir d'un certain nombre de logements, mais je ne sais plus. On m'a déjà posé la question il n'y a pas longtemps sur un groupe, parce que je suis aussi sur les groupes Facebook. J'essaye de répondre quand je peux à pas mal de monde. Et je ne sais plus à combien de logements, mais je crois que c'était passé 80. En fait, on a eu un conseiller qui est de l'équipe Airbnb France. Ils sont super, super sympas. Et du coup, ça permet d'avoir des échanges avec eux sur plein de choses. Et surtout, de régler des problèmes, pas plus facilement parce que ça passe sur Airbnb, mais on évite beaucoup, beaucoup d'embêtements. Ouais, beaucoup d'échanges par mail, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça ne se demande pas, ça arrive tout seul. Voilà. Ah oui, d'accord. Malheureusement. Oui. Troisième question de Jacques. As-tu des prestataires de maintenance, des prestataires pour faire les photos et pour décorer les biens? Mais comme tu en as parlé juste avant, oui. Oui, 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 c'est ça. Donc, prestataire de photos, je travaille avec un photographe. On a vite vu la limite de la chose où le photographe, forcément, tu veux des belles photos, tu prends le meilleur, mais il n'est pas que à toi. Et donc, du coup, si tu veux mettre vite des appartements en service, c'est un peu le but du propriétaire. Il veut quoi, le propriétaire? Il veut te donner les clés et avoir de l'argent tout de suite. Si tu lui dis, j'ai 2, 3 semaines de délai, lui, il perd de l'argent. Donc, le photographe, quand on l'appelait le lundi et qu'il nous disait, je pourrais passer que vendredi, le temps qu'il fasse les photos, c'est son week-end. Ensuite, le temps qu'il les retouche, le lundi, le mardi, et tu les récupères et il faut que tu mettes ton annonce. Le temps était trop long, donc Hmm. on a décidé, on est passé par l'étape où on faisait les photos nous-mêmes. Ma femme touche un peu à la photo, donc elle m'a aidé. Et maintenant, on a pris le cap où on a fait une formation en interne à quelqu'un de chez moi, un salarié de chez moi, qui a fait une formation photo où on a acheté un vrai appareil avec un logiciel de retouche et on fait tout en interne. Où on peut aller très, très vite. Ah oui, d'accord. Donc c'est Voilà, internalisé. c'est ça. Et pour les petits travaux, effectivement, on avait un prestataire, un auto-entrepreneur qui gérait les petits travaux. Mais pareil, c'est assez limite quand on monte beaucoup en logement, il y a de plus en plus d'inter. Et ben, lui, forcément, il gagne sa vie pas que avec vous. Donc, du coup, il est à droite, à gauche. Quand vous avez une douche bouchée, qu'il faut aller la déboucher maintenant et qu'il vous dit je ne pourrais pas venir avant demain, c'est problématique. Donc, je me retrouvais à aller pas mal faire d'inter.
Donc là, c'était ou moi ou du coup mon employé qui allait, qui touche un peu à tout. Mais on avait ce service quand même, on en avait deux du coup qui tournaient, mais là on a décidé de simplifier et d'embaucher quelqu'un qui aura le temps de faire tout ça. Hmm. Et du coup, des fois, tu achètes des équipements ou tu décores des appartements quand tu les reprends? Alors, on a, au tout début, je l'ai fait et ça fait partie des erreurs à ne pas faire. Je me suis concentré à redécorer des appartements parce que on voulait bien signer. Je commençais trop bien, il veut signer, mais l'appartement, il n'était pas décoré et il me dit, ben, vous pouvez vous en charger. Et pour pas perdre mon prospect, je disais oui. Mais la journée que je passais à aller chercher la décoration, la journée que je passais à le faire, ben, ça me faisait perdre 2 jours où je faisais pas autre chose. Et comme à l'époque, quand on commence, ben, on sait qu'on fait un peu tout, hein. On gère ses équipes de ménage, où on y va. Nous-mêmes, on a le linge à faire encore. Me faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, donc, je connais d'autres conciergeries qui sont alliées à des boîtes de décoration, où ils conseillent ces boîtes de décoration. Moi, pour ma part, j'en ai monté une avec ma femme, c'est ma femme qui gère. Donc, oui, on refait même de la rénovation de A à Z, spécialisée dans le Airbnb. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça que ça se gère. C'est externalisé dans une autre société. Ouais. Tu te concentres sur ton domaine d'expertise, quoi. Exactement. On C'est monte ça. beaucoup plus vite, c'est comme ça qu'on avance vraiment. Cherchez pas à faire de la vente additionnelle et plein de choses parce que bientôt, je vois des conciergeries qui font ménage, linge, babysitting, ratissage de jardin et façade. Mais c'est pas ça, notre métier, il est vraiment de louer. Le propriétaire, il attend quoi de nous qu'on lui rapporte de l'argent? Donc, on se concentre sur les notes. Donc, l'appartement, il faut qu'il soit bien nettoyé, qu'il ait un bon état des lieux, qu'il ne se dégrade pas et qu'on se concentre sur le pricing, qu'on fasse les plus beaux prix pour lui faire les plus beaux chiffres. Et nous, on prend notre pourcentage dessus, donc c'est gagnant pour tout le monde. Hmm. D'ailleurs, vu qu'on est sur les débuts quand tu récupères un logement, il y a une autre question, c'est est-ce que tu fais un grand ménage obligatoirement quand tu récupères un logement et est-ce que tu le fais payer, ce ménage? Alors oui, il y a un grand ménage de fait. Au tout début, j'offrais la mise en service. On s'est rendu compte qu'il y a eu très vite des débordements où on récupérait des colocs ou des logements étudiants qui, l'état des lieux du propriétaire, se disant, bon, de toute façon, dans mon prochain contrat que j'ai signé avec Fabien, j'ai une mise en service offerte. Donc, l'étudiant, il n'a pas trouvé à nettoyer, on ne va pas l'embêter. Fabien le fera. Et on s'est retrouvé à payer des femmes de ménage qui faisaient des 5 heures de ménage où c'est moi qui les payais. Et c'était une grosse fuite d'argent. Donc, on a remis dans les contrats que le logement doit être rendu propre, prêt à louer. Et quand on dit prêt à louer, on a listé. Volets intérieur, extérieur, encadrement de fenêtres, parce qu'un logement propre, c'est pas le sol et les équipements, c'est les entourages de fenêtres, les rails de fenêtres, les dessus de placards, les dessous de lit, la poussière vraiment partout. Et par contre, on laisse le choix au propriétaire sur un barème de lui dire on peut s'en occuper pour tant d'euros. Et là, du coup, on estime, la personne chez moi qui va voir le propriétaire estime pour combien il y en aura. Donc, on commence à 75 euros pour un studio, ça finit jusqu'à 1000 euros s'il faut pour un gros logement. On s'est laissé une large tranche et c'est nous qui choisissons. On estime un peu le temps à passer et on a un prestataire qui ira faire un grand ménage. Mais dans tous les cas, il faut commencer. On recommence, on prend un appartement, il est propre, il est neuf, il a zéro. Voilà. Il faut préciser que 75 euros pour un studio, c'est pour un gros ménage. Parce Oui, que pour un gros, oui, sinon, pour ouais. pour un ménage de début de donc Oui, oui, au t'as été début. clair, mais je le reprécise parce que des fois, enfin, j'ai des retours d'épisodes. 75 euros pour un ménage d'un studio, c'est beaucoup, mais non, c'est pour un grand ménage de fond. Mm. Mise en service. Dedans, il y a aussi, on installe nos équipements. Moi, dedans, je mets l'huile, le vinaigre, sel, poivre, le sucre, ouais, tout ce qu'on met dedans qui est arrivé la première fois, qu'il faut que l'aide ménagère pense. Et ben, du coup, forcément, cette personne est payée plus cher parce qu'il faut qu'elle pense à tout ça. Et c'est pas n'importe quelle ménagère, elle est formée. On a une équipe de mise en service qui est formée à faire des mises en service. Mais ça arrive du coup que le logement soit propre et qu'il n'y ait pas de mise en service à faire? Euh, Ça arrive, ça arrive très peu. Ouais. Souvent, les clients ils disent ben, je fais un ménage parce que du coup, le forfait qu'on leur impose, il est énorme. Mais on leur dit Les sur place, hein, on va les fenêtres. voir, on leur dit écoutez, là, nous, on va vous prendre 350 pour faire le T2. Ah ouais, autant. Et on leur montre, ben, en fait, regardez les fenêtres, les encadrements, les rails, les volets quand on les ferme. Et là, ils disent ah oui, vous allez loin. Ben oui, le volet, si on le ferme et que c'est noir avec des toiles d'araignée, ça, c'est bien pour un étudiant s'il veut, hein, s'il veut vivre dedans, mais pour un Airbnb, c'est la mauvaise note assurée. Donc, on leur montre, on passe la main au-dessus du meuble de cuisine, et c'est là Mm. qu'on gagne, c'est quand on a passé la main au-dessus du meuble de cuisine et qu'on ressort la main, on lui dit, moi, vous pouvez le faire, tout ça. Et donc, souvent, ils nous dégrossissent le travail. Mm. Donc, ils disent, ben, moi, je vais faire le ménage de fond, la vitre, la douche, les toilettes, tout décalcariser, tout bien faire. Et puis, par contre, si j'ai fait ça, combien vous me prenez pour faire le reste? Ce qu'ils n'ont pas envie de faire, clairement, les volets, on n'a pas Mm. envie de les faire. J'ai du mal à les faire chez soi, on est d'accord.
On va pas aller le faire dans son appartement, dans son investissement locatif. Donc, du coup, on baisse le forfait pour ce qui reste à faire, on adapte. Ok, C'est un et du c'est coup, un arrangement de départ. C'est vraiment un arrangement de départ. ouais, et tu intègres l'huile, le sel, poivre dedans, en fait. Tu te L'huile, le fais. sel, le poivre, c'est moi qui les prends en charge. C'est dans ma plaquette commerciale. Moi, les 25% couvrent ça. Ok. Après, on laisse un autre avantage aux propriétaires, c'est qu'ils ne nous les payent pas tout de suite, ces frais de ménage, c'est qu'ils seront déduits de sa première facture. Donc, en fait, il ne les Hmm. sort pas de sa poche. Donc, inconsciemment, pour lui, il n'a pas l'argent à donner. C'est déduit de sa première facture. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, vu qu'on est encore sur les prestations supplémentaires quand on prend un logement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai entendu que tu avais dit boîte à clés. Ben oui, l'automatisme, alors vous avez deux choix, hein. Ou vous le faites payer au propriétaire, comme les photos, hein. Nous, on les prend chez nous, mais il y en a qui les font payer au propriétaire. Ça, c'est un choix à prendre au début de sa stratégie commerciale dans sa conciergerie. Nous, on a fait le choix de payer les automatismes, c'est nos automatismes. Donc, on installe les boîtes à clés, on installe les automatismes d'interphone. C'est nous qui payons ça, mais ils nous appartiennent. Le jour où l'appartement est repris, on récupère nos automatismes. Ok, c'est très clair. Avant-dernière question, est-ce que d'après toi, tout est automatisable ou est-ce qu'il faut garder certaines choses pour perdurer dans le temps de façon humaine? La majorité des choses est automatisable du moment que c'est opérationnel. Beaucoup d'opérationnel est automatisable. Il reste une partie humaine à avoir. On parlait de la gouvernante tout à l'heure. On peut automatiser le va-et-vient des aides ménagères, mais la gouvernante, il faut qu'elle vienne vérifier. Il va falloir qu'on l'envoie sur les missions. Et ça, on ne peut pas l'automatiser parce qu'elle ne pourra pas vérifier toutes les missions de tout le monde. Il va en falloir 12 des gouvernantes. Donc, il va falloir l'envoyer là où on a des suspicions, des aides ménagères qui commencent à baisser un peu les bras ou qui ont eu une mauvaise note. Voilà, ça, c'est pas automatisable, c'est du visu. On ne pourra pas non plus automatiser le pricing à 100%. Même si on a des outils comme Beyond, il va falloir à un moment donné faire des actions. Ou alors, vous allez embaucher un revenu manager, mais ça reste une partie humaine, ce n'est pas automatisable. Mais par contre, ce qui n'est pas automatisable par des logiciels ou par des automatismes est automatisable par de l'humain, par des salariés que vous allez prendre ou des prestataires que vous allez prendre pour faire les choses. Hmm, ok. D'ailleurs, ben, ça, on fait le lien avec la dernière question. Tu parlais de Beyond. La question, c'était quel autre logiciel à part Passepass utilises-tu et ben, à quoi il sert? Alors moi, j'utilise PassPass pour tout et Beyond pour mon pricing. C'est les seuls logiciels que j'utilise. J'ai utilisé RDNA que je n'utilise plus aujourd'hui. C'est les seuls logiciels que j'utilise. Et du coup, ben, c'est bien parce que ça me permet de ne pas avoir à naviguer sur 50 logiciels différents. Après, on a des logiciels internes parce qu'on est devenu une grosse société. On a besoin, comme on est plusieurs villes, on a besoin de se parler en interne. Donc, nous, on a Slack pour les discussions et on utilise, je viens de perdre le nom, pourtant j'utilise tous les jours. Je vais voir dans mon téléphone. On utilise Notion pour les tableaux et la remontée d'informations. Voilà. Ouais. Hmm. Qui n'est Un pas du outil. tout nécessaire tant que vous n'avez pas plusieurs personnes qui gèrent pour vous tout ça. Hmm. Aujourd'hui, nous, on est plusieurs villes et tout le monde a des cartes bancaires. Les team managers ont des cartes bancaires, il faut qu'on remonte les factures, il faut qu'on remonte tout ça pour automatiser un maximum tout ça parce que la compta est un peu automatisable aussi. Sinon, à la fin du mois, c'est la compta pendant 6 jours. Ouais, ouais, si en plus il faut vérifier les virements, tout ça, Voilà. ça peut être long. D'accord, mais si on imagine que quelqu'un veut se lancer et qui n'a pas 230 logements, tu dirais quels sont les logiciels à prioriser? Alors, la facilité, il prend Airbnb, PassPass et Beyond. Et Ouais, ce ça, que tu c'est fais en ce moment en fait. c'est ce que j'ai gardé. Après, c'est des logiciels internes qu'on a, nous, pour la discussion, la remontée d'infos, parce qu'on a besoin. Mais autrement, pour commencer, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui sont pro aussi Booking. J'ai mes arguments, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, là, il va falloir commencer à monter une machine un peu plus grosse pour un débutant. Il va falloir avoir Booking qui marche différemment qu'Airbnb, qui a du coup un prix différent de commission. Donc, il va falloir s'habituer avec tout ça. Booking est très difficile à se servir pour ceux qui ne connaissent pas. Et sur ça, il faudra remettre un channel manager qui lit tous les calendriers. Est-ce qu'au début, on s'encombre avec tout ça ou pas? Ça, c'est à voir, mais c'est d'autres choses possibles. Mais pour se mettre sur Booking, on rajoute encore un logiciel, c'est un channel. Donc, Ok. je n'ai pas fait ce choix-là. Pour commencer, Airbnb, PassPass et Beyond par la suite. Au début, je n'avais pas Beyond. Beyond est arrivé quand j'avais 60 logements. Le pricing, je le faisais tout seul à la main. Hmm. Tu penses que juste Airbnb, ça suffit pas? Si Ça on n'a pas dépend, de sous? ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Les, Non, je les parle villes pas très de nombre urbaines. de plateformes, je parle juste en logiciel essentiel.
Airbnb tout seul. Ouais. Ah ben Airbnb tout seul, ça va aller jusque 10 logements, mais après, il va falloir envoyer les infos à l'aide ménagère et vous allez perdre des aides ménagères un peu dans la foulée parce qu'il va falloir lui envoyer l'info, tel jour, il y a un ménage, mais le voyage va être annulé au bout d'un moment, peut-être, même sûrement. Il faudra la prévenir, non, on n'y va pas. Vous la prenez un peu pour une girouette, le logiciel le fait en automatique, elle voit ce qui se passe. Il va y avoir aussi, vous serez en côte avec vos propriétaires, ou vous serez du coup harcelé par vos propriétaires, et eux seront harcelés, alors ce qu'ils veulent, c'est pas ça, c'est gagner de l'argent. Il faut penser que le propriétaire, il sort d'un mode où il a un locataire à l'année, il est quasiment pas embêté. Et vous, vous arrivez, s'il a le stress d'avoir des notifications tout le temps et de suivre un peu les voyageurs qui rentrent, qui sortent, ça va lui déplaire. Donc Mm. Airbnb, ça peut marcher au début avec quelques logements. Moi, j'ai poussé jusque 3 logements sans logiciel. J'ai vu qu'il m'en fallait un. J'ai bossé avec Superhôte et après, du coup, j'ai connu PassePass qui me convenait mieux, donc je suis parti avec PassePass. Toi, si je me rappelle bien, Airbnb, t'es pas en côte parce que tu crées les annonces en fait, hein, sur ton Oui, compte. c'est ça. Je crée les annonces sur mon compte. On me pose souvent la question, mais comment on fait? C'est possible? Oui, alors on crée l'annonce sur notre compte. Il y a plein de monde qui dit c'est pas légal. Pour avoir été au Pro Summit d'Airbnb où on a gagné un award, il y avait la personne qui s'occupe du juridique de Airbnb là-bas. Je lui ai posé la question. Il n'y a aucun problème à créer. On fait de la prestation. On crée sur un compte pro une fiche Airbnb et on lit ce compte, enfin, cet appartement qui appartient à Monsieur Jacques. On le lit à son RIB. Donc, on ne touche pas l'argent. Souvent, les gens disent qu'on ne peut pas mettre les appartements sur notre compte parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'argent. Mais Airbnb sait faire. On lit un appartement à un compte bancaire. Je ne touche pas l'argent de mes propriétaires. Donc, j'ai le droit de Mm. le faire. Et d'ailleurs, il y a la répartition de revenus aussi qui a été mise en place. On est d'accord que c'est 100% pour le propriétaire. On fera une facturation après, hein. Oui, c'est ça. On prend pas 20%, 25% pour nous et le reste pour le propriétaire, hein. Il y en a qui le font. Il y en a qui font ça, qui prennent comme ça. C'est légal aussi, on peut le faire, Ah hein. oui, ok. Ça permet de ne pas avoir d'avoir la trésorerie tout de suite. Ça tombe tout le temps. Après, ça amène une comptabilité compliquée qui est impointable. Parce que du coup, on ne sait pas d'où vient l'argent, de quel appartement, de tout ça. Il faudra aller mêler ça avec l'historique de transaction d'Airbnb. Ça va devenir une machine de guerre en compta à la fin du mois. J'ai fait le choix le propriétaire touche tout. À la fin du mois, il a une facture qui récapitule ce qu'il me doit pour les ménages, ce qu'il me doit pour le linge Hmm. et ce qu'il me doit pour mon pourcentage. Ouais, ça aussi, la problématique, frais de ménage, on les a en pourcentage, j'imagine. Frais de Euh, ménage et linge, c'est un fixe et le pourcentage, après les 20, 25, 30% que vous prenez. Par contre, sur Airbnb, vous ne pourrez pas reprendre un prix fixe, ce sera un c'est pourcentage. ça, voilà. Donc, il y aura forcément une régule à un moment qui Hmm. est compliquée, qui est compliquée. Oui, il vaut mieux se faciliter la vie, 100% pour le propriétaire et à la fin du mois, la facture des 25%, si c'est 25%, C'est ça. plus frais de ménage. Ok, bon, ben c'est clair. Euh, si on pouvait retenir un mot pour la fin, enfin une phrase, je dirais qu'en fait, il faut aller à l'essentiel, pas s'encombrer de logiciels qui sont pas nécessaires quand on démarre. Et ouais, c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, c'est exactement ça. Se rendre professionnel tout au début, même quand on ne l'est pas. Paraître sûr de soi, avoir étudié. Il ne faut pas se dire demain je monte une conciergerie, c'est facile, aller voir son prof, monter son site, faire ses plaquettes, aller voir un propriétaire et lui dire je fais ça. Il va vous poser plein de questions parce que le propriétaire est très inquiet, il ne connaît pas forcément ça, ou alors il l'a fait lui-même, donc il connaît les problèmes. Si vous ne connaissez pas les problématiques du Airbnb face à un propriétaire qui, lui, le fait depuis 2 ans tout seul, mais veut déléguer parce qu'il en a marre, il va vous demander comment vous gérez Aircover, vous ne savez pas c'est quoi, comment vous gérez la casse, comment vous gérez le vol, comment vous gérez le ménage, comment vous gérez le linge, et que vous ne savez pas trop y répondre parce que vous n'êtes pas encore organisé, vous foncez tête baissée, ça va coincer. Et on a vite fait dans une ville se choper une mauvaise réputation. Donc attention, ils vont vous mettre après, un rageux va vous mettre tout de suite un avis sur votre site. Si vous l'avez fait déplacer en lui disant au téléphone que vous étiez une conciergerie et que ça allait bien se passer et qu'il s'est déplacé, il arrive sur place et qu'il voit que vous êtes amateur, il y a de grandes chances qu'il soit énervé, qu'il vous mette un mauvais commentaire sur votre site. C'est très très mal débuter son activité. Donc il faut bien se renseigner. Du coup, je vais en profiter pour embrayer, si tu me le permets, sur la formation qu'on propose avec PassePass, où avec PassePass, on propose de la formation pour les débutants et pour apprendre aux gens à commencer une conciergerie ou à se structurer à partir du premier palier qui va être 30 logements.
ça va être un palier intéressant. On a beaucoup de monde qu'on a vu en formation qui a 30 logements, arrêtait de prendre des logements parce qu'ils n'étaient pas structurés ou commençaient à en perdre parce qu'ils étaient un peu mélangés ou travaillaient 7 jours sur 7 et ne se versaient pas de salaire. Malheureusement, ça pique toujours les oreilles d'avoir 30 logements et de ne pas se verser de salaire. Avait choisi pas forcément la bonne entreprise qu'il fallait monter. Donc, nous, on fait des formations que tu as fait, Vanessa, avec nous, du coup, que tu connais, sur tout ça. C'est un séminaire de 2 jours à Reims qui est dans ma conciergerie. On va visiter mon local, ma façon de travailler. On rencontre mon city manager. Voilà, c'est 2 jours à Reims et je pense que, en tout cas, les conciergeries qui sont venues chez nous, certaines ont explosé, d'autres nous remercient encore. Donc, on n'a pas de faux pas en ce moment depuis qu'on a commencé les formations. Je rajouterais que c'est très instructif parce que ça permet d'échanger avec d'autres conciergeries qui sont sur le même palier, on va dire, donc les mêmes problématiques. Et toi, ayant l'expérience, on peut te poser les questions. C'est pas comme une formation en ligne où derrière, on peut pas te poser les questions en direct. Là, on te les pose en direct. On partage vraiment ton quotidien dans ton boulot, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, venez nombreux à notre formation pour vous professionnaliser et surtout ceux qui commencent. Je suis aussi un peu sur les groupes Facebook. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde et je vois énormément de choses passer. Je ne dis pas que c'est des bêtises, mais les gens qui vous répondent sur les groupes Facebook, c'est des gens qui vous répondent à une chose. Ils ont peut-être 20 logements et ils vous répondent comme quelqu'un qui a 20 logements, mais je sais pertinemment que ce n'est pas la bonne réponse parce que demain, il ne pensera plus pareil que ce qu'il a pensé aujourd'hui à 20 logements. Donc, c'est pour ça que suivre une formation avec quelqu'un qui a vécu beaucoup, car beaucoup de formateurs aussi n'ont pas des grosses conciergeries, ont des petites conciergeries ou ont eu des conciergeries ou ont géré 1 ou 2 appartements et se lancent dans la formation. Attention à ça, choisissez des formateurs, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, mais qui a déjà géré une conciergerie à haut rendement, qui pourra vous prémunir de tout ce que vous allez faire de travers, qui vous coûtera de l'argent à chaque étape. Si on peut vous en enlever une paire, eh ben, ça fait que de l'argent en plus pour vous à la fin. Comme j'aime bien dire souvent, si vous voulez aller à un endroit, trouvez une personne qui a déjà été à cet endroit-là pour vous former. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas atteint l'objectif que vous voulez et qui vous formez sur cette personne, comment vous voulez atteindre l'objectif que vous voulez s'il ne l'a pas eu? En fait, C'est exactement ça. si on récapitule, c'est peut-être pas concret. Si vous voulez atteindre 100 logements, allez voir quelqu'un qui les a déjà atteints. Sinon, il ne pourra pas vous expliquer comment faire. Exactement. Exactement. Essayez de poster sur un groupe. Je vais à Rennes demain. Je viens de Sedan. Par où je passe? Vous allez voir, vous allez avoir 50 réponses différentes. Le mieux, c'est peut-être de demander à celui qui y va tous les jours, qui fait la route tous les jours. Et lui, il saura la meilleure route parce qu'il les aura toutes essayées. Voilà, c'est exactement ce résumé qu'il faut faire. Bon, super mot de la fin. Bon, merci en tout cas, Fabien, pour ton temps. On te laisse retourner à la pêche. Et Merci puis, beaucoup. on en reparlera peut-être une prochaine fois sur tes nouveaux employés qui seront donc en CDI, si j'ai bien compris, ou du C'est moins ça. en contrat de travail et pas en prestataire. Peut-être que ce sera un sujet qui intéresse les auditeurs sur embaucher quand on a atteint un certain nombre de logements. D'ailleurs, ton premier employé, tu l'as obtenu à combien de logements? À 70. 70, ok. 70 logements. Il bossait déjà avec moi en auto-entrepreneur à côté. Et Ouais, après, ok, il du était coup, déjà je formé. l'ai embauché. Il était déjà formé. Ok, merci Fabien. Mais de rien. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.